Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 9. Stratégie de changement de type 1. Dominique Berriot, bonjour. Bonjour Frédéric. Après cette vue d'ensemble de la démarche systémique et des enjeux et techniques du recueil des composants fondamentaux, vous nous proposez au cours des 2 prochains épisodes d'aborder les stratégies de changement. Précisons tout de suite qu'il s'agit de stratégies basées sur les théories du changement de type 1 et 2, issues des travaux de l'école de Palo Alto en approche systémique. Oui, il s'agit plus précisément de vous présenter les résultats des travaux d'adaptation de ces théories au monde des organisations, travaux que nous avons réalisés avec mon équipe au cours des 20 dernières années. Merci de la précision. En effet, l'école de Palo Alto a beaucoup travaillé sur l'aspect thérapeutique du changement, et ce qui nous intéresse ici est la déclinaison de l'approche systémique dans le management des organisations ou des entreprises. Alors pour commencer, Dominique, que signifie définir une stratégie de changement pour vous ? Élaborer une stratégie consiste à définir la manière dont on envisage d'agir sur un système concerné par un changement. Autrement dit, on se demande quel est le moyen d'inciter un ou plusieurs acteurs à s'engager dans un nouveau processus relationnel, un changement, pour tendre vers un objectif de niveau supérieur. Pour resituer, il s'agit bien de l'étape qui vient à la suite du cadrage de la demande, au sujet duquel vous nous avez d'ailleurs fait de précieuses recommandations dans les épisodes précédents. Exactement, d'où la nécessité absolue de réussir ce cadrage de la demande, le risque étant de faire fausse route dès le départ pour élaborer une stratégie de changement cohérente. Oui, mais est-ce que la stratégie systémique correspond au changement dont vous parlez ? Non, il ne faut pas confondre la stratégie et le changement souhaité. La stratégie sert à orienter sur le choix des leviers d'action. La préoccupation majeure d'un intervenant est de trouver ceux qui permettront le mieux d'aider le système à progresser. J'ai envie de vous dire, ça semble relever autant de la technique que de l'art de l'intervenant à ce niveau. Mais si la stratégie ne se confond pas avec le changement, est-on obligé de passer par une stratégie pour provoquer un changement ? Oui, mais je crois utile de bien préciser ce qu'on entend par stratégie à ce niveau. Qui désire voir un souhait s'incarner dans la réalité doit s'en donner les moyens. Dans la vie courante, le moindre changement, qu'il résulte d'une volonté ou non, passe toujours par une stratégie, a fortiori dans une organisation. Mais dans un système complexe, la stratégie ne peut se satisfaire de manœuvres dictées par d'apparentes évidences, par ce qu'on appelle le bon sens ou par des intuitions lumineuses, ni même par des conseils basés sur le seul raisonnement logique, ou même, comme beaucoup le croient, sur la simple expérience. Cette idée est d'ailleurs très ancrée dans l'inconscient collectif, mais elle est fortement questionnée par l'approche systémique. Oui, je confirme qu'on entend cela souvent, l'idée du bon sens, de l'expérience. Mais dites-nous du coup, en quoi l'approche systémique diffère-t-elle d'une logique de bon sens ? C'est fondamentalement différent. La logique systémique appréhende les diverses complexités relationnelles, sociales, environnementales, économiques et j'en passe, mais son intérêt réside surtout dans le fait que, par sa démarche, elle nous permet de vérifier que le bon sens va bien dans le bon sens. Ainsi, c'est à partir du cadrage de la demande, renforcé si nécessaire par une modélisation, que nous identifions la stratégie de changement la plus appropriée. La marge d'erreur s'en trouve infiniment plus réduite. C'est une façon radicalement différente d'appréhender des situations complexes. Très clairement, vos explications à ce sujet étaient limpides. Mais dès qu'on a pu procéder au cadrage de la demande en body due form, est-il facile d'élaborer une stratégie ? Il est d'autant plus aisé d'élaborer une stratégie qu'on saura écouter le système. C'est lui qui nous indique la voie à suivre, mais c'est à nous de la faire émerger. Comme on vient de l'aborder, cela suppose d'abandonner provisoirement ses propres modèles internes et d'éviter de puiser dans ses expériences. Ces derniers deviendront par contre utiles ensuite pour élaborer un dispositif d'action. Je vous suis. Mais si je me mets dans la peau d'un consultant systémique, que je réalise un bon cadrage de la demande, comment pourrais-je savoir si la stratégie élaborée à partir de là sera la bonne ? Eh bien, contrairement à nombre d'idées reçues, il n'y a pas a priori de bonne ou de mauvaise stratégie, mais seulement une stratégie pertinente en réponse à l'objectif d'une demande appliquée dans un contexte spécifique qui est celui du demandeur.
Donc, si vous avez réalisé un bon cadrage de la demande, la stratégie que vous élaborerez a peu de chances d'être en dissonance avec l'atteinte de cet objectif. Ah d'accord, d'où vos précisions minutieuses lorsque nous avons abordé le cadrage dans l'épisode 6. Je sais que dans le cadre de vos travaux, vous avez aussi beaucoup œuvré avec votre groupe de travail à répertorier les stratégies possibles en partant des théories des niveaux de changement de l'école de Palo Alto. Mais pratiquement, combien en avez-vous déterminé? J'ai évoqué dans l'épisode 2 les sources de l'approche systémique du changement, qu'après des années de recherche et de pratique sur le terrain avec mon groupe de travail, nous avons élaboré 12 stratégies que nous avons répertoriées en deux types, soit 4 stratégies dites évolutives qui correspondent au changement de type 1 de Palo Alto et 8 que nous avons dénommées stratégies de rupture correspondant au changement de type 2. Alors, avant de nous les présenter, pouvez-vous nous dire rapidement ce que signifie changement de type 1 et 2 pour Palo Alto? Bien sûr, cela dit, on pourrait faire une série de 10 autres épisodes sur ce seul sujet, mais pour que nous nous comprenions, disons que Palo Alto considère le changement de type 1 comme un changement concernant une modification directe du comportement ou de la situation. Cela implique souvent des actions tangibles et observables, comme modifier la façon dont une personne communique avec son collègue, en utilisant par exemple des techniques de communication non violentes. Ok, ça c'est facile à comprendre. Et les changements de type 2? Le changement de type 2 est moins habituel, plus surprenant, plus déstabilisant que celui de type 1. Il génère, à l'insu de la personne ou du groupe concerné, un changement immédiat et irréversible dans leur relation. Merci pour ces précisions. On comprend la différence entre type 1 et 2. Et donc, qu'en est-il pour les applications de ces stratégies 1 et 2 dans l'entreprise? Comme je vous le disais, Palo Alto est à l'origine exprimé dans un contexte thérapeutique et nous nous sommes inspirés de leurs résultats pour les adapter dans les organisations. Très bien. Alors maintenant que cette précision est faite, pouvez-vous nous dire en quoi ces deux types de stratégies, évolutives et de rupture, diffèrent fondamentalement? Les stratégies évolutives impliquent les acteurs dans le changement. Elles tiennent compte du niveau d'acceptabilité de la ou des personnes concernées, mais aussi du rythme et du délai nécessaires pour changer. De plus, elles sont souvent considérées comme plus bienveillantes et plus simples à appliquer. Enfin, elles sont plus soft que les stratégies de rupture. Alors, si vous êtes d'accord Dominique, je vous propose de les évoquer dans l'ordre, en abordant dans cet épisode les stratégies évolutives et dans le prochain et dernier épisode, celles de type 2, dites de rupture. Ça me va. Commençons donc par ce que recouvrent les stratégies évolutives de type 1. Ce type de stratégie consiste à faire progresser ou à faire changer, si vous voulez, un ou plusieurs acteurs par la prise de conscience de l'opération envisagée, avec leur coopération, en les faisant participer peu ou prou à leur propre changement. Ce processus utilise l'information, l'explication, la démonstration, l'argumentation et l'écoute des positions des différents acteurs concernés. Elle les implique dans la clarification, voire la coproduction des objectifs, la recherche de solutions, la mise en œuvre de nouvelles pratiques, de nouveaux processus, de nouvelles règles et le choix des ajustements à faire au cours de la démarche de changement. On travaille avec les personnes et on fait appel à leur bonne volonté et à leur motivation. Oui, par rapport à ma propre expérience en entreprise, ce que vous dites me parle tout à fait. Enfin, j'ai en tout cas l'impression d'avoir déjà perçu ce style de stratégie. C'est plutôt courant dans les entreprises, n'est-ce pas? Plutôt, oui, dans le management des entreprises et les interventions qu'on leur propose, ce type de changement dit évolutif est le plus habituel, disons dans l'ordre normal des choses. Il reste en plus politiquement correct et il est souvent privilégié. Par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, il pourrait presque relever d'un certain bon sens pour le coup. Mais alors, qu'est-ce qui empêche d'utiliser uniquement cette stratégie? Bien justement, si on n'y prend pas garde, le risque de voir les personnes revenir à leurs anciennes habitudes n'est pas négligeable, loin de là, et cela au grand dam du manager qui s'investit ou de l'intervenant qui le préconise. Cette situation est bien connue des systémiciens. Il s'agit en fait du principe d'homéostasie des systèmes, autrement dit de la mise en œuvre de mécanismes de résistance destinés à revenir à l'état antérieur, à rester dans le statu quo. Ah, c'était trop simple. Et savez-vous à quoi sont dues ces résistances? Oh, il y a sans doute plusieurs raisons, mais les plus habituelles sont souvent liées à la peur du changement ou au bien fondé de refuser un changement perçu comme incohérent ou inutile. Elles peuvent parfois être aussi inconscientes. Les actions de résistance sont soit spontanées, soit organisées par des acteurs dont les enjeux diffèrent de ceux du demandeur. Et donc, comment faites-vous dans ces cas-là? Je veux dire, si vous réalisez des actions pour un changement de type 1, que vous appelez donc évolutif, mais que ça ne fonctionne pas à cause de ces résistances,
Existe-t-il des conditions particulières qui empêcheraient leur apparition et favoriseraient donc la réussite de l'opération, c'est-à-dire le changement? Ah, c'est une bonne question. Le fait est que pendant des années, nous avons pu observer que certaines conditions facilitaient en effet la mise en œuvre des actions de changement et avaient la capacité à réduire ces fameuses résistances. C'est très intéressant, mais de quelles conditions parlez-vous? Il y en a beaucoup, mais je peux vous en citer quelques-unes. Tout d'abord, une prise de conscience par tous les acteurs concernés de l'objectif de niveau supérieur au contenu du changement, ou bien une recherche collective d'actions adaptées aux résultats attendus, ou encore une personne dotée d'un pouvoir de décision qui s'implique pour adapter les ajustements proposés. On a aussi constaté l'efficacité de la diffusion permanente d'une information transparente sur la progression du changement, sur les difficultés rencontrées et sur la manière dont elles ont été surmontées, et une dizaine encore d'autres conditions. Mais attendez, vous ne dites pas que pour réussir un changement de type 1, il faut mettre en place cette quinzaine de conditions, quelle que soit l'entreprise? Bien entendu, non. D'ailleurs, dans les différentes entreprises, nous avons observé que chacune d'elles a mis en place une ou plusieurs de ces actions en tenant compte de la nature des changements à réaliser, des capacités d'implication du demandeur et de sa hiérarchie, des compétences existantes, de ses moyens financiers et de bien d'autres facteurs encore. Comme toujours dans une approche systémique, on n'applique aucun modèle, mais on s'évertue à repérer les conditions propres à chaque situation et à un moment donné. Très bien, ça méritait d'être précisé. Pourriez-vous maintenant nous présenter certaines de vos stratégies de type 1, les évolutives? Oui, volontiers. Avant tout, je rappelle qu'il s'agit de stratégies ou de tactiques qui impliquent les acteurs dans le changement qui les concerne. La première que nous avons appelée rendre le système auteur et ou acteur du changement consiste à faire participer les acteurs concernés à la clarification des objectifs et à l'élaboration des solutions. Parfois même, ils sont impliqués dans les régulations à réaliser au cours des actions mises en œuvre afin d'éviter le retour en arrière, faire en sorte de ne pas subir l'homéostasie du système. Et auprès de qui et comment peut-on utiliser cette stratégie d'implication des acteurs? Elle s'avère pertinente aussi bien pour aider une personne, une équipe ou encore plusieurs sous-systèmes. Pour réussir cette stratégie, les actions s'inscrivent la plupart du temps dans des étapes précises et afin de contourner certaines résistances au changement, elles s'appuient éventuellement sur des micro-stratégies de rupture afin de débloquer les résistances qui pourraient émerger. Alors, nous verrons dans le prochain épisode les stratégies de rupture. Mais dites-nous, quand on est confronté à de fortes résistances, liées par exemple à une habitude culturelle ou à une influence syndicale, est-il possible de s'en sortir en utilisant une stratégie évolutive de type 1 et le cas échéant, laquelle peut-on proposer? Oui, c'est possible et il y en a plusieurs. À titre d'exemple, ce pourrait être la stratégie qu'avec mon groupe de travail nous avons nommée Agir localement pour essaimer globalement. Elle consiste à réaliser une expérience sur un sous-système pour l'étendre ensuite aux autres. En s'appuyant sur une réussite, on persuade plus aisément les autres acteurs d'accepter un changement de pratique professionnelle. On pourra ainsi mieux s'affranchir des résistances. Nos interventions dans diverses entreprises ont montré son intérêt. Elle aide en fait les acteurs à accepter de nouvelles façons de travailler ou de s'organiser. Mais pour que cette stratégie réussisse, il convient de s'appuyer sur des réussites convaincantes. Très bien. Et au-delà de ça, y a-t-il des précautions particulières pour faciliter son impact? Il est essentiel de bien structurer sa démarche par des leviers d'action destinés à convaincre les acteurs d'adopter de nouvelles pratiques qui ont fait leurs preuves. Par exemple, on peut organiser des visites dans une entité expérimentale, ou rapporter des témoignages, ou encore présenter des résultats tangibles, comme créer un site Internet, etc. En somme, tout ce qui peut apporter des informations susceptibles d'alimenter positivement les représentations de chacun. Et dans le même ordre, auriez-vous défini une stratégie qui permette à un système de procéder à sa propre régulation? Bien entendu, nous avons également dégagé une telle stratégie que nous avons d'ailleurs appelée autoriser le système à s'auto-réguler. Celle-ci place les acteurs face aux résultats qu'ils ont obtenus et les met en situation d'influencer fortement les actions à envisager pour s'adapter. Ah, c'est donc possible. Si vous aviez un exemple pour cette stratégie particulière, qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit? J'en ai un très clair. Un manager demande à une de ses équipes d'organiser chaque semestre un retour d'expérience pour décider eux-mêmes des actions d'ajustement dans le cadre de leur délégation. En appliquant cette stratégie, qui ici se traduit par une simple consigne, il leur donne implicitement le pouvoir du changement. De même, pour apprendre à mieux utiliser une application, quand on autorise des gestionnaires d'une société à s'interpeller et échanger en ligne leur savoir-faire,
Ces stratégies leur permettent de contribuer par autorégulation successive à l'apprentissage collectif des utilisateurs, favorisant ainsi le développement des compétences de l'ensemble. On parle d'itération dans ce cas précis, cette possibilité d'améliorer la connaissance du produit et des processus. Il faut préciser ici que pour réussir cette stratégie, les acteurs devront être autorisés à décider par eux-mêmes des changements à opérer. Oui, je comprends, c'est très clair. Si j'ai bien compté, il reste encore une stratégie évolutive à nous présenter parmi les 4 que vous avez identifiées. Oui, nous l'avons dénommé recentrer sur un objectif commun. On peut l'utiliser dans des situations de confrontation qui sont fréquentes où chacun campe sur ses positions en refusant de faire un pas vers l'autre. Quand on examine les arguments de chacune des parties, on s'aperçoit qu'il existe très souvent une voie permettant de passer d'une situation figée à une situation de mise en mouvement vers le changement. Cet objectif commun est très rarement explicité, ce qui laisse libre cours dans les échanges aux interprétations, aux procès d'intention, aux confusions, et entraîne les protagonistes à adopter une attitude polémique et à refuser de progresser. Tout manager connaît bien ces blocages réguliers. C'est ce que j'allais vous dire. Et savoir comment il est possible de sortir d'une telle impasse intéressera sûrement beaucoup de monde. Cette stratégie consiste à passer du niveau N des objectifs spécifiques de chacune des parties à un niveau logique supérieur N plus 1 commun et acceptable par tous. Cette démarche aide les acteurs à prendre de la hauteur par rapport à leurs préoccupations sans pour autant se sentir abandonnés. Ce changement de paradigme participe généralement au déblocage de la situation. D'accord, mais il faut que vous nous expliquiez comment vous allez parvenir à faire accepter un objectif commun. Pour qu'un objectif commun soit reconnu et accepté par chacun, il doit autant que possible intégrer tout ou partie des objectifs de chaque sous-système et faire ressentir à chacun que sa particularité, c'est-à-dire que sa préoccupation, sa proposition ou sa revendication est prise en compte. Pour cela, on le construit progressivement par des reformulations, en restant neutre, sans prise de position, sans jugement implicite. Mais attention au risque d'une formulation trop générale, sous le prétexte qu'elle doit tout englober, elle perdrait de son impact. Je crois saisir en tout cas l'aspect théorique de la démarche, mais là encore, nous allons avoir besoin d'un exemple simple de construction d'un objectif commun. Eh bien, voici une situation vécue par un manager responsable d'un service dans une compagnie d'assurance. Il organise une rencontre avec un de ses collaborateurs qui doit développer son portefeuille client. L'objet de cette discussion étant de décider d'acquérir ou non un client potentiel. Le collaborateur a fait savoir à son responsable qu'il peut conclure l'affaire si une réduction de 30% est accordée au prospect, car c'est visiblement ce que lui offre la concurrence. Or, le responsable de service qui ne peut pas accorder plus de 20%, et encore dans des cas exceptionnels, sait qu'une discussion risque de s'engager dans laquelle chacun va argumenter en fonction de ses propres objectifs. Alors, il s'interroge. Et là, si j'ai bien suivi, vous nous dites qu'en déterminant un objectif supérieur commun, il déverrouille la situation, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En tout cas, il augmente ses chances d'aboutir à un accord avec son collaborateur. Mais allez-y, dites-nous, comment s'y est-il pris? Après un accueil convivial, il ouvre son entretien en rappelant le contexte de leur rencontre, en disant: Tu m'as demandé d'accorder une réduction de 30% à un client important pour l'obtenir. De mon côté, la direction générale ne m'accorde qu'une possibilité maxi de réduction de 20% et pour des cas exceptionnels. Et à ce moment-là, il ajoute: Je te propose d'examiner comment nous pourrions récupérer ce client potentiel sans compromettre les résultats financiers de l'affaire. Ah, bien vu, tout se passe en fait comme s'il définissait un troisième objectif qui dépasse les leurs tout en les concernant tous les deux, j'ai juste? C'est ça. En effet, cette formulation englobe implicitement, mais sans les confronter, les deux objectifs spécifiques de 30% pour le collaborateur et de 20% pour le responsable. Le collaborateur est d'accord sur cette formulation. En mettant en commun des informations sur les risques potentiels de ce client, le collaborateur s'est d'ailleurs rendu compte que ce client représentait finalement un gros risque pour l'entreprise et a décidé de lui-même de retirer sa demande. On peut parier qu'il en aurait été autrement si la discussion s'était engagée directement au niveau des pourcentages. Je vous laisse imaginer. Oui, en effet, vu comme ça paraît tout simple. J'imagine qu'il faut un peu d'entraînement pour en arriver là quand même. Et question complémentaire, cette stratégie peut-elle servir à atteindre d'autres objectifs? Tout à fait, oui. Nous avons d'ailleurs repéré plusieurs leviers applicables en fonction du contexte. À titre d'exemple, je vous cite trois effets de cette stratégie. Le premier s'appelle orienter les échanges de chacun vers une même cible. Le second, canaliser les énergies dans une même direction. Et le troisième, lors d'une négociation,
L'effet conduit à faciliter le passage d'une logique d'adversité à une logique de partenariat. Je comprends mieux pourquoi vous avez désigné ces stratégies par le qualificatif d'évolutive. À ce propos, voyez-vous des précautions à prendre pour les mettre en œuvre? Je dirais qu'il est certain que pour ces changements dits évolutifs, il faut compter avec le temps pour la prise de conscience, la maturation et l'appropriation de nouveaux comportements ou bien l'acquisition de nouvelles pratiques. Il faut aussi avoir conscience que s'il est possible de trouver les éléments à combiner, il est en revanche impossible de prévoir la nature et la force des résistances que les personnes déploieront pour éviter le changement et maintenir la situation en l'état. C'est pourquoi, comme je le précisais précédemment, un certain nombre de conditions sont à respecter pour se donner le maximum de chances de réussir. Oui, on imagine que ce n'est ni magique ni systématique, ce serait trop facile. Donc, visiblement, vous avez identifié certaines conditions de réussite pour éviter les retours en arrière lorsqu'on utilise ce type de stratégie, c'est bien ça? Oui, car pendant des années, nous avons pu observer que les changements de type évolutif qui réussissaient et qui évitaient le retour à l'état initial s'appuyaient en réalité sur un certain nombre de points variables d'un contexte à l'autre. D'accord, pas aussi simple qu'il n'y paraît donc. Alors qu'on soit clair, vous nous dites que les stratégies évolutives que Palo Alto désigne sous le terme de type 1 et qui font référence à une modification progressive du comportement ou de la situation ne fonctionnent que si un certain nombre de conditions sont réunies. J'ai bien résumé. C'est ça, et il se trouve que nous avons identifié 11 conditions lors de nos travaux ces dernières années. Je ne vais pas toutes les passer en revue, ce serait trop long, mais en voici 3 sans chronologie particulière. D'abord, il faut une acceptabilité de la finalité commune, qui doit se révéler assez proche des préoccupations des acteurs concernés. En second, il s'agit de disposer d'une personne dotée d'un pouvoir de décision qui s'implique en cours de changement pour effectuer les ajustements nécessaires. Enfin, pour la troisième condition, une reconnaissance est nécessaire, manifestée au fur et à mesure des résultats obtenus pour encourager l'appropriation du changement. Bien entendu, chaque dispositif de changement n'est pas identique et fait l'objet d'actions différentes pour chaque système à considérer, en tenant compte des acteurs concernés, des capacités d'implication de la hiérarchie, des compétences existantes, des contraintes à respecter et de bien d'autres facteurs encore. Merci Dominique. J'ai bien retenu que si ces stratégies de type 1 étaient assez simples à mettre en œuvre, en revanche, vous attirez notre attention sur le risque lié à la tendance des personnes à maintenir un statu quo ou si une dynamique s'engage à revenir progressivement à leur état antérieur. Vous avez également rappelé de prévoir des dispositions spécifiques à chaque contexte pour que le changement réussisse. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les stratégies de type 2 de l'école de Palo Alto, dites de rupture, que vous avez adoptées ou adaptées. À bientôt. Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.